Le temps des cathédrales, bah oui, c'est vrai que le temps de la cathédrale Notre-Dame de Paris va bientôt venir avec le 8 décembre, on s'y prépare, on est impatient. Il y a quelques polémiques sur le sujet, vous savez, celle des vitraux de Viollet-le-Duc, mais on ne va pas en parler parce que de toute façon, notre invité est tenu à une confidentialité stricte sur ces sujets. On en parlera dans notre débat à partir de 9 heures avec des intervenants engagés qui peuvent prendre la parole sur la question. Ça pose une question à l'Église catholique, en tout cas réelle, dans ses rapports, en particulier avec la puissance publique. Non, on va parler du patrimoine religieux aujourd'hui. Il est tellement important, ce patrimoine religieux. Mathieu Lours en a déjà fait la promotion à travers divers ouvrages. Le dernier donc s'appelle Au temps des cathédrales. Il nous dit que les cathédrales nous fascinent. C'est vrai, il y a aussi toutes les petites églises qui nous fascinent. Bonjour Mathieu Lours. Bonjour. Vous êtes historien de l'architecture, on vous connaît, vous êtes déjà venu sur notre antenne en parler. On sait que c'est journée du patrimoine. Alors vous avez une tournure un petit peu insolite. Vous dites c'est la journée des non-pratiquants qui viennent pratiquer. Les journées du patrimoine, c'est un peu comme la grand-messe des non-pratiquants. Tout comme le dimanche de Pâques, on a une affluence de chrétiens qu'on voit une fois par an. Ce jour-là, on a tous ceux qui n'ont pas le temps forcément dans leur vie quotidienne ou qui sont attirés par une manifestation particulière, qui viennent et qui sont heureux d'être là. C'est surtout ça qui est frappant. C'est même s'ils ne viennent qu'une fois par an dans des manifestations organisées autour du patrimoine, généralement, ils en ressortent toujours avec des lumières dans les yeux. Vous serez près de Sarcelles. Voilà, je suis chez moi dans le Val d'Oise, dans l'est du Val d'Oise, où il y a des splendeurs. Sarcelles, son église du XIIe et XIIIe siècle, est splendide. Je serai à Villiers-le-Bel pour présenter l'orgue du XVIIe siècle et à Écouen, dans une église où il y a de superbes vitraux du XVIe siècle et un orgue qui a été restauré il n'y a pas très longtemps, dont j'ai la chance d'être titulaire, et j'offrirai une conférence qui croise vitraux et musique. Et musique, parce que vous jouez. Exactement. Voilà, je suis organiste à Écouen depuis plus de 30 ans. C'était mon travail étudiant. Je séchais des cours de philo en Cagne pour aller jouer des obsèques. Donc Mathieu Lours, vous auriez pu être historien de la musique aussi, après tout. Par Musique, exemple, mais il y a des... architecture, ça se tient d'ailleurs. Alors il y a une question de niveau de compétence. Je prétends pas être un grand organiste. Je prétends rendre service en paroisse et puis de temps en temps partager des choses avec des gens lors de quelques concerts. Mais il y a surtout une question que certaines choses doivent rester des passions dans la vie. Et la musique, c'est un peu le cas. Quel est le rapport des Français au patrimoine ? J'ai l'impression que c'est un petit peu « je t'aime moi non plus », on en parle beaucoup, on exalte, et puis à l'arrivée, en particulier d'un point de vue budgétaire, on a du mal à aller jusqu'au bout. Il y a plusieurs choses. D'abord, on aime le patrimoine, mais jusqu'où est-on prêt à inciter les pouvoirs publics à faire des choix décisifs pour le défendre et pour le mettre en valeur ? C'est-à-dire qu'on a l'habitude que le patrimoine soit là, et puis le jour où il brûle, eh bien, on se dit « Ah mon Dieu, voilà ». Mais souvent, s'il brûle ou s'il s'effondre, c'est parce qu'on a négligé de l'entretenir. La France souffre plus qu'un problème de restauration. On restaure beaucoup. Il y a des chantiers magnifiques. On restaure très bien. On est un exemple pour le monde entier du point de vue des techniques de restauration, comme le montre d'ailleurs le chantier Notre-Dame de Paris. Mais on entretient très mal. On n'a pas l'idée de curer des gouttières et de changer des tuiles quand elles tombent. On n'a pas idée de refaire un circuit électrique. Et c'est ça qui cause finalement le plus de dommages. C'est que quand on se rend compte que ça ne va pas, ça coûte très cher. On pourrait être vigilant bien avant, exactement comme quand on est chez soi. Quand on voit que sa gouttière déborde, on n'attend pas 10 ans. Et pourtant, c'est ce qui se passe parfois pour les châteaux, pour les églises. Les propriétaires regardent et se disent on interviendra, c'est pas encore dramatique, on va pas faire de petits budgets. Puis c'est toujours intéressant de communiquer en disant j'ai restauré, dire j'ai simplement entretenu. Peut-être que nos politiques devraient assumer de le dire. On a évalué les économies que cela pourrait représenter sur un monument, le fait d'entretenir et non de restaurer ponctuellement ? Alors, c'est difficilement chiffrable. Évidemment que si la tempête emporte la toiture ou s'il y a un mouvement de sol qui arrache une partie des fondations, ça coûtera très cher et on n'y pouvait rien du point de vue de l'entretien. Mais déjà, les feux liés à l'électricité, les fuites d'eau, toutes ces choses-là, on peut anticiper dans l'immense majorité des cas. Est-ce qu'on sait, Mathieu Lours, si toutes les cathédrales en France, il y en a combien d'ailleurs ? Alors, il y en a 87 qui appartiennent à l'État et il y en a à peu près une centaine qui sont cathédrales aujourd'hui et il y en a 129 qui ont été cathédrales à un moment de leur histoire. Comme la cathédrale de Laon. Voilà, c'est une des plus belles et une des plus incroyables de France, avec une municipalité qui, pour le coup, s'implique pour essayer d'entretenir, de restaurer cet édifice qui est vraiment emblématique. Mais qui a un statut d'église. Oui, aux yeux de la loi, elle est église paroissiale depuis 1790, mais fort heureusement, l'évêque de Beauvais, au XIXe siècle, a repris le titre des 3 diocèses qui ont été supprimés. Enfin, non, non, c'est Soissons, pardon. C'est Soissons, exactement. Lens, c'est Soissons. L'évêque de Soissons a repris les 2 titres des diocèses historiques situés dans l'Aisne, évêque de Soissons et Laon.
L'an aurait dû être établi lors d'un concordat en 1817, mais ça n'a jamais été signé par Louis XVIII. Lan, ville magnifique, ville haute Oui. magnifique. À voir absolument. Une acropole médiévale en plein milieu de la Picardie. Je crois qu'il y a peu de sites aussi impressionnants dans le nord de la Loire. Et si peu visité par les Français. Très peu visité. Lan, quand on la visite, eh bien on est généralement avec très peu de visiteurs. Et c'est pour ça que j'avais choisi, quand on m'avait demandé pour une série documentaire sur les cathédrales où tourner des scènes de reconstitution médiévale, j'avais dit à Lan, absolument à Lan. Mathieu Lours, ma question c'était, est-ce que ces cathédrales, alors qu'il y en ait 87, qu'il y en ait 200, etc., est-ce que les circuits électriques, aujourd'hui, est-ce que vous avez inspecté ça? Est-ce que c'est une garantie qu'on peut avoir qu'aucune cathédrale ne prendra feu pour cette raison-là? Alors, bon, ce qui est sûr, c'est que les cathédrales qui appartiennent à l'État ont fait l'objet d'un plan cathédral, ont fait l'objet vraiment d'une sollicitude importante de la part des pouvoirs publics, en particulier depuis l'incendie de Notre-Dame. De gros efforts ont été faits partout. Pour les cathédrales qui appartiennent à des municipalités aussi, mais enfin, ça dépend des cas. Moi, je ne suis pas inspecteur des monuments historiques, et donc je ne peux pas avoir le regard. Voilà, ce que je vois, là où je vois les principaux défauts, c'est quand même dans des petites églises de communes rurales où finalement, on a un défaut de vigilance. Un défaut de vigilance qui n'est pas coupable, qui est vraiment un manque d'outils de la part des élus, de la part du clergé, de la part des personnes qui entretiennent l'église et qui sont habituées à ce que ça fonctionne comme ça. Et donc, effectivement, si l'électricité date des années 1930, elle a toujours fonctionné comme ça, d'accord. Et qui est responsable de l'électricité, l'affectataire ou le propriétaire? Alors, théoriquement, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire qui est responsable du réseau. Après, de l'usage et de l'entretien, ça dépend. Changer une ampoule, effectivement, c'est l'affectataire. Encore que ça puisse dépendre si le propriétaire a par exemple mis en place des lustres qui nécessitent une machinerie. Mathieu Lours, rapport paradoxal des habitants à leurs monuments. Les églises en campagne sont très souvent vides, fermées, avec des curés qui desservent des dizaines de clochers. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde. Et en même temps, les gens sont très attachés. Les gens sont extrêmement attachés à leur église. Alors déjà, parce qu'il faut quand même faire un peu de géographie rurale. Quand on dit dans les campagnes, l'église est fermée, dans les campagnes, tout est fermé. Le bar a fermé, l'épicerie a fermé, la poste a fermé, l'école a fermé. Donc l'église a fermé aussi. C'est-à-dire qu'on est face à une déprise de la vie rurale, dans laquelle s'inscrit aussi l'église. Et l'église peut aussi être une des clés, des réponses à cette désertification rurale. Comment ? Eh bien, tout simplement en étant ouverte 2, 3, 4 heures par semaine, avec peut-être une ou deux personnes qui s'y rencontrent. Et l'église peut ainsi devenir un des seuls lieux ouverts, un des seuls lieux de rencontre dans un petit village, ne serait-ce que 2 heures par semaine. Vous l'avez expérimenté ? Alors, je ne l'ai pas expérimenté, mais je sais que ça existe. Et ça arrive parfois d'arriver dans un village à l'heure, par exemple, où quelques dames l'ont ouverte pour faire le ménage, tout simplement. Et vous voyez que quand l'église est ouverte, immédiatement, ça je l'ai vu dans un petit village dans le Languedoc, chez ma belle-mère, où quand on ouvre l'église, tout de suite, vous avez 3 ou 4 personnes qui vont dans l'église et qui s'y retrouvent. Et ça, c'est vraiment frappant, ce besoin de vie dans le village, et l'église peut vraiment y répondre. Mathieu Lours, vous êtes originaire d'Auvergne aussi également. Oui, je suis italo-auvergnat. Voilà. Et donc, il y a un roman auvergnat magnifique, Saint-Austremoine à Issoire, Orcival, Saint-Nectaire. Oui. Est-ce que cette notoriété d'un certain style architectural qui est très particulier, est-ce que ça suffit à faire venir du monde en dépit de l'éloignement du Massif central? Est-ce que ces édifices arrivent à vivre avec le tourisme, avec la fréquentation? Alors, ces édifices vivent avec les visiteurs, parce que faire la différence entre un visiteur et un fidèle, c'est très compliqué. Si ce visiteur allume un cierge, est-ce que c'est un fidèle ou est-ce que c'est un visiteur? Bon, il y a des personnes qui sont accueillies dans les églises avec ce qu'elles y cherchent. Et en Auvergne, effectivement, on est dans un territoire où l'identité du territoire est marquée justement par l'art roman, physiquement marquée. Et ça, forcément, quand on veut découvrir l'Auvergne, on ne peut pas la découvrir sans ses châteaux et sans ses églises. Et donc, on a cette possibilité de réaliser des circuits qui vont d'église en église, avec des applications, des dépliants, des offices de tourisme. Donc là, on a vraiment la conjonction parfaite. Vous allez avoir les offices de tourisme, les services diocésains art, culture et foi, des associations de bénévoles. Tout ça, ça fonctionne bien. Tout ça fonctionne bien en Auvergne. On a vraiment une synergie qui attire à la fois les habitants de l'Auvergne et les visiteurs de l'Auvergne,
qui cherche nature et culture dans un cadre quand même grandiose. Le Massif central, c'est absolument Est-ce que ça incroyable. fonctionne dans d'autres régions aussi prestigieuses? Je pense aux petites églises absolument splendides de l'Aube, par exemple. Oui, dans l'Aube, ça fonctionne pas trop mal, mais je pense que là où ça fonctionne très bien, c'est la Bretagne, où là, effectivement, on a l'identité de l'église bretonne, de l'enclos paroissial qui joue aussi avec des traditions, l'emploi de la langue bretonne. Voilà, on est vraiment dans une région à très forte identité. Ça marche aussi au Pays Basque avec les églises à tribunes. Dès qu'on a une spécificité architecturale qui correspond à une spécificité linguistique, culturelle, généralement, voilà, ça fonctionne bien dans une région, si possible, avec un tourisme important. Le smartphone, la géolocalisation a changé la donne aussi. Ça a changé la donne pour le meilleur comme pour le pire. Ah C'est-à-dire bon? que quand il n'y avait pas de smartphone, si on voulait voir une église, on devait y aller. Aujourd'hui, on peut visiter depuis son fauteuil l'ensemble des églises romanes du Limousin, par exemple, sans aller dans le Limousin. Et tout dépend de la manière dont le smartphone va soit tuer notre envie, parce qu'après tout, on a tout vu dans notre fauteuil, ou au contraire susciter notre désir de voir en vrai. Et les sites internet bien faits sont ceux qui donnent envie d'aller voir en vrai. Lesquelles préférez-vous de ces églises multiples, hein, parce qu'en France, on pourrait les décliner à l'infini selon des styles, Oui. selon des époques, selon tout ce qui les caractérise. J'aime celles qui sont cohérentes avec leur territoire. C'est-à-dire qu'à la campagne, j'aime beaucoup les églises, paradoxalement, qui ressemblent à l'archétype de l'église. Donc j'aime beaucoup les églises du 19e siècle, néo-gothiques, Les mal-aimés. néo-romanes, les mal-aimés. J'aime beaucoup les mal-aimés et j'aime beaucoup les églises du 20e siècle dans les banlieues. Il y a des véritables églises qui sont vraiment une poésie du béton, magnifique, avec des vitraux contemporains de toute beauté et que personne ne va voir. Alors citons-en quelques-unes peut-être, Mathieu Lours. Je peux vous citer l'église Sainte-Geneviève à Garges-les-Gonesse, l'église Notre-Dame-de-la-Paix à Arnouville, qui sont, pour l'une, une espèce de sculpture géante en béton recouvert de briques, et pour l'autre, elle a un mur de lumière, un mur de vitraux de Gabriel Loire de 200 mètres carrés. C'est absolument incroyable, mais vous en avez partout dans les banlieues parisiennes de ces églises imposantes. À l'époque, une église paroissiale peut être pensée dans les années 50-60 encore avec 500 ou 700 places. On construit encore des églises, non? Oui, et on en construit de belles et d'actuelles. La dernière cathédrale de France, enfin la dernière en date, c'est pas la dernière peut-être en construction, c'est celle de Créteil, construite en 2013. Et là aussi, c'est un édifice absolument remarquable. Est-ce que ça ressemble à une cathédrale? Ça ressemble à une cathédrale parce qu'il y a une cathèdre. À partir du moment où vous avez une cathèdre, le trône épiscopal, une église devient une cathédrale. Vous aviez des cathédrales de toute dimension, de toute forme, de tout style. La plus petite cathédrale de France en 1790, c'est la cathédrale de Senez. C'est une église romane de 30 mètres de long. Elle est minuscule, elle est plus petite que l'ensemble des paroissiales du diocèse de Paris à l'époque. Mais elle a la dignité. C'est une dignité, c'est pas une forme architecturale, la cathédrale. C'est le statut donc, hein, et Exactement. pas la taille. Si on prend la cathédrale de Beauvais par exemple, monumentale et non achevée, Oui. il me semble qu'à l'époque, ils n'ont pas hésité, comme dans bien des cas d'ailleurs, à raser des églises romanes pour agrandir Ah ou oui, faire oui. quelque chose de monumental, ce qu'est Beauvais. Il nous reste en tout et pour tout 5 ou 6 parties d'édifices cathédrales, 5 ou 6 parties de cathédrales antérieures à l'an 1000, alors qu'il y en avait partout. C'est-à-dire qu'on a complètement effacé quasiment 700 ans de patrimoine depuis l'an 1000. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la moitié de l'histoire chrétienne de la France, finalement, comme patrimoine. Vous rajoutez la crypte de Jouarre, les baptistères de Provence, et vous n'arrivez pas à 10 édifices conservés antérieurs à l'an 1000, alors qu'il y en avait des milliers. Mais aujourd'hui, on a un rapport un peu névrotique au patrimoine, c'est-à-dire on ne sait pas. Vous voyez la polémique sur la flèche de Notre-Dame, maintenant il va y avoir celle Oui. sur les vitraux. On a l'impression que toucher à ça, c'est extrêmement sensible, alors que avant, y compris les chrétiens ne s'embarrassaient pas et rasaient. Je dirais que c'est sacré. Et à chaque fois Et pourquoi est-ce que c'est devenu sacré en fait? C'est sacré parce que l'aura du patrimoine dépasse le religieux. C'est Walter Benjamin, un philosophe des années 30, qui disait que la différence entre une œuvre d'art et sa copie, c'est que l'œuvre d'art conserve une espèce d'aura, un rayonnement particulier. Et l'Église, même quand elle est désacralisée, même quand on n'est plus croyant, conserve cette aura particulière. Et donc les églises, par exemple, du 19e, qui traduisent le rebond de la foi au 19e siècle après les spoliations révolutionnaires, Oui. ça représente aujourd'hui, c'est entrer dans une forme de patrimoine exceptionnel. Oui, on est en train de le redécouvrir parce que dans les années des années 1950 aux années 1980, on a détesté ce patrimoine du 19e siècle. Il fallait tuer le père, c'était presque freudien. Il fallait que les esthètes du 20e siècle détestassent ceux du 19e. Merci pour le subjonctif imparfait. Je vous en prie.
C'est le côté italien, on y pense forcément. Et C'est vrai que ensuite, ça vient d'Italie comme la petite vérole. mais oui, on appelle ça le mal français en Italie. Et vous avez donc cette détestation du 19e qui était liée aussi à une laïcité mal comprise où on pensait qu'être laïque, c'était mépriser tous les héritages religieux du pays. Fort heureusement, depuis les années 80, on a dépassé tout ça. Le jour où François Mitterrand a mis sur son affiche de campagne une église, en quelque sorte. Il a réconcilié certaines tendances idéologiques avec le fruit de l'histoire. Eh bien, cette leçon est peut-être à conserver. On verra ce qu'Emmanuel Macron en fait. Il a déjà restauré le château de Villers-Cotterêts. Oui, Ce qui très belle action. est un signe. Alors que François Mitterrand avait eu des hardiesses architecturales qui ont laissé des traces. Les pyramides évidemment. du Louvre. Voilà. Et Daniel Buren est également dans la boucle, je crois, Oui. pour la question des vitraux. Il paraît, oui, qu'il a Voilà. présenté un projet. À voir si les vitraux ressembleront à une colonne, on verra. Merci Mathieu Lours. Merci à vous. Je rappelle Au temps des cathédrales, publié au CERF dans la collection La Bibliothèque, à remonter le temps. Et merci d'avoir remonté le temps avec nous. Merci beaucoup à Louis Dauphren. Et vous parliez des vitraux de Notre-Dame. Il en sera question à partir de 9h10 dans le débat du jour avec nos bretteurs. On se posera la question, faut-il changer ces vitraux, mettre des vitraux contemporains dans la cathédrale Notre-Dame de Paris? N'hésitez pas à participer au débat dès à présent en nous envoyant un mail à direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Faut-il changer ces vitraux et en mettre des contemporains dans la cathédrale Notre-Dame de Paris? Au programme à partir de 9h10.